Bom dia, bonjour, boa tarde. Bonjour, bonjour à tous, bonsoir. Nous sommes très contents de commencer ce premier IIP Talks de cette année. Je suis Benoît Le Bouteiller, je suis psychanalyste et le directeur de l'Institut international de psychanalyse. Tout le monde sait, et vous pouvez choisir le canal de langage que vous préférez écouter. J'espère que vous savez comment le faire. C'est très simple. Au cas où vous avez des problèmes, il suffit d'écrire sur les chats. D'accord? J'aimerais bien me présenter rapidement pour les personnes malvoyantes. Je suis un homme cis, j'ai la peau blanche aujourd'hui. Je suis chauve avec une barbe. J'aimerais aussi ouvrir cet événement en remerciant toutes les personnes qui ont préparé cette rencontre et spécifiquement les deux assistants exécutifs de IIP, Dorothée et Gabo. Ils sont là aujourd'hui avec nous. Euh, Sans eux, on pourrait rien faire. Donc, j'aimerais bien aussi remercier énormément les traducteurs. Nous avons aujourd'hui une grande équipe des traducteurs ici au IIP. Aujourd'hui, une partie de cette équipe est là et c'est avec eux qu'on réussit à faire tous nos événements dans les 4 langues officielles du IIP, français, anglais, portugais et la langue des signes du portugais du Brésil. Je vais vous présenter notre invité aujourd'hui, mais avant ça, je vais vous parler d'une autre personne qui sera avec nous aujourd'hui. C'est Antonella Marreiros, qui va se présenter aussi probablement maintenant. Tu peux te présenter, Antonella, et après, on va présenter notre cher invité. Antonella, bonjour. Bonjour, Benoît. Bom dia, boa tarde, gente. Bonjour, Good bonsoir. afternoon. Euh, It's still a good morning in the United States. It's a pleasure to be here today. I am C'est un Antonella. plaisir d'être là. Je suis Practicing Antonella. psychoanalyst based off in Nashville, Tennessee. And Je it's a pleasure pratique to la be here with you psychanalyse today. ici aux États-Unis, au Tennessee. C'est un plaisir d'être avec I vous am going to be aujourd'hui. reading your questions Et and je reactions vais to donc our faire l'intermédiation. Je vais lire les questions, les presentations. réactions I think, yeah, we have a short de time notre today, so I will présentation de leave Jérém it here. Thank you. Rosan. Thank you Nous for the n'avons pas invitation, Benoit. beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour l'invitation, Benoît. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je pense que tu n'avais pas dit, Antonella, tu as un rôle aussi à l'Institut international de psychanalyse. Tu es aussi directrice d'un laboratoire de recherche qui travaille sur la psychanalyse et la traduction, justement. Nous avons aussi des gens ici de partout dans le monde. Nous avons, je pense que des gens du 5 continents peut-être, des 5 continents, je pense, je ne suis pas sûre. Géran, bonjour. Il est déjà bonsoir, je pense, chez toi. Ici, d'où je parle au Brésil, il est 11 heures quelque chose. Pour toi, Jérém, c'est déjà un début de soirée peut-être. Jérém, tu es psychiatre, psychanalyste. Tu es aussi professeur à l'Institut international de psychanalyse. Tu es membre de cette équipe très jolie des professeurs que nous avons à l'Institut. C'était vraiment un honneur immense, un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça va? Tu vas bien? Oui, moi aussi je suis très très heureuse et très ravie de trouver cette occasion de travailler avec vous depuis assez longtemps maintenant. Et je veux tout d'abord remercier à toute l'équipe parce qu'ici il y a vraiment un grand effort, toute cette organisation, la traduction, et il y a aussi d'autres dimensions, mais même cette dimension est énorme. Oui, ici maintenant, il est 17 heures. Oui, c'est vrai ce que tu dis.
Et nous sommes maintenant dans plusieurs continents avec un immense décalage horaire. C'était joli, c'est très joli, je pense. Jeran, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter rapidement pour des personnes Ah oui, qui sont aveugles? oui, tu as raison. Moi, j'ai 43 ans. Je suis une femme. J'ai des yeux et des cheveux foncés. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je n'ai pas quelque chose d'autre très remarquable. C'est tout, il me semble. Bom, muito obrigado. Jeran, hoje você vai falar. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu vas nous dire, j'ai trouvé merveilleux, c'est un hasard parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour d'avril et justement, on va parler de mensonges. Les mensonges du désir, c'est vraiment merveilleux. Mais avant d'y aller, Jeran, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, nous parler un peu de toi-même? J'ai dit, tu es psychiatre, tu es psychanalyste, tu travailles à Istanbul, en Turquie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi-même? J'ai une question. Est-ce que tu pourrais nous partager avec nous comment tu es arrivé à ce lieu d'être psychanalyste? Parce que je pense qu'être psychanalyste, c'est un lieu. Il a à voir avec un lieu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais comment tu es arrivé à ce lieu d'être psychanalyste? Je vais un petit peu raconter de mon parcours, vous parler de mon parcours. Au lycée, un jour, ma grand-mère, elle m'a donné un livre, un roman. Elle aimait beaucoup lire les romans, elle m'a donné un roman. Peut-être vous le connaissez, c'est un écrivain très connu dans certains pays, un Américain, Irving Yalom. Le livre, c'était Et Nietzsche a pleuré. Et le titre original, c'est When Nietzsche wept. Et dans le roman, c'est une fiction. Nietzsche, il a toujours mal à la tête. Il va consulter à Freud avec Lou Salomon. Alors, grâce à ce roman, j'ai découvert, peut-être j'avais entendu un homme qui s'appelle Freud, mais à 15 ans, juste après le roman, j'ai découvert deux choses. Les douleurs psychiques, on peut les amener à un psychanalyste. Et il y a un homme qui s'appelle Sigmund Freud, qui a inventé quelque chose qui s'appelle la psychanalyse. Et c'est quelque chose de très, très intéressant. À cause de ma famille, d'autres choses, j'avais toujours l'idée d'être médecin. Et Freud, il était neurologue. Alors, je pensais toujours, grâce à ça, j'ai directement pensé à la psychiatrie. Et puis, j'ai devenu médecin. Et puis, j'ai commencé mon internat. L'internat en Turquie, c'est une chose très compliquée à arriver parce qu'il y a plein de gens, plein d'examens. Enfin, j'ai commencé mon internat. Voilà la surprise. Tout d'un coup, j'ai remarqué que au premier moment, je veux devenir psychiatre, je suis interne, mais il n'y a plus de psychanalyse ici. Et puis, mais il y avait quand même une extrême idéalisation de la psychanalyse parmi presque tous les internes en psychiatrie en Turquie à cette époque. Et ça continue un petit peu de la même façon. On peut dire que les derniers 40 ans, surtout les derniers 30 ans, parmi les psychiatres, la psychanalyse est vraiment idéalisée. Mais l'histoire de la psychanalyse en Turquie n'est pas très, très longue. Mais quand j'étais interne, il y avait des psychanalystes en Turquie. Et j'ai demandé un rendez-vous et j'ai commencé à mon premier analyse, qui était une analyse avec un analyste de l'hyper. Et puis, j'ai fait une deuxième analyse avec une analyse lacanienne. Mais tout ce parcours, mon premier idée sur la psychanalyse n'a jamais changé. Je pense que c'est pour les douleurs psychiques, il n'y a pas d'autre lieu. Il n'y a pas d'autre adresse.
je suis d'accord avec la psychiatrie et ses médicaments, ça sert à quelque chose, mais c'est un instrument. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu. Et la psychiatrie ne pose pas les mêmes questions avec la psychanalyse, ne cherche pas les mêmes les réponses comme nous cherchons. Et je suis tout à fait d'accord que être psychanalyste n'est pas une profession, n'est pas comme les autres, n'est pas quelque chose qui ressemble à autre chose. C'est un lieu, c'est une position que vous êtes parfois, j'espère que très fréquemment, mais parfois avec certains patients. On ne peut pas être psychanalyste avec tous les patients. C'est pour cette raison, dans les conférences, oui, je me présente comme un psychanalyste, mais dans la vie quotidienne, quand on me demande ma profession, je dis médecin, je dis psychiatre. Parce que psychanalyste, c'est juste avec le divan, avec le patient, dans le bureau, dans le cabinet. Je suis tout à fait d'accord de définir cela avec le lieu. C'est très bien. Muito obrigado, Geran. Merci beaucoup, Jelan, de partager avec nous ces éléments précieux. J'aurais envie de continuer cette conversation avec toi jusqu'à demain. Alors, tout le monde, pendant l'exposé des Jelan, vous pourrez écrire les réactions, les commentaires, les questions sur les chats ou sur le questions et réponses, la rubrique questions et réponses. Et vous pouvez écrire en français, en portugais, en anglais. Au cas où vous voulez le faire en Libras, langue des signes du Brésil, vous pouvez dire aussi sur les chats que vous voulez le faire et vous aurez un temps pour dire ce que vous voulez. Et un de nos traducteurs va faire la traduction pour vous. C'est possible aussi. Donc, voilà, on va commencer. Gérard, la scène est à vous et à toi et on va t'écouter ton exposé sur le mensonge du désir. On y va. Merci beaucoup de me donner cette parole. C'est une surprise que j'ai remarquée, peut-être à propos du 1er avril. Quand Benoît il m'a demandé de parler un petit peu de mon parcours, c'est un petit peu comme ça pour moi. Je fais toujours référence à Irving Yalom. Et le deuxième livre que ma grand-mère elle m'a donné, c'était The Lies on the Couch. C'est peut-être un salut de ma part à ma grand-mère, parce que je vais aujourd'hui vous raconter les mensonges. Je vais commencer à vous raconter je vais commencer en vous racontant une vignette. Une vignette sur le désir, sur le mensonge et sur la frustration. C'est une petite fille de 7 ans. Cette petite fille demande à son père de l'argent. Elle veut colorier les œufs de Pâques. Mais le père refuse cette demande en disant qu'il n'a pas d'argent. Peu après, elle demande à son père de l'argent pour acheter une couronne à la princesse qui vient de décéder. Et puis, comme chaque élève doit donner 50 pfennig, elle donne 50 pfennig à son professeur. Mais son père lui donne 10 marks. Elle paye sa part, elle met 9 marks sur le bureau de son père. Et avec le reste de l'argent, elle achète les peintures qu'elle gardait dans son armoire à jouets. Pendant le repas, le père demande: qu'est-ce que tu as fait avec 50 pfennig manquants? Est-ce que tu as acheté des peintures avec cet argent? La petite fille, elle nie.
Mais son frère de 2 ans, avec qui elle voulait colorer les œuvres, il l'a trahi. Et il dit que les peintures sont dans l'armoire. Cette petite vignette, ce cas clinique, est dans le livre de Freud, Névrose, psychose et perversion. Vous pouvez le trouver dans le chapitre intitulé « Deux mensonges de 2 enfants ». Mais vous savez, Freud, il est un clinicien exceptionnel. Il s'intéresse avec seuls 50 cliniques. Et il nous fait demander la question, pourquoi la petite fille a-t-elle raconté un tel mensonge? Freud va nous donner pas mal d'explications, mais je vais commencer par quelque chose que Lacan nous a évoqué. Nous pouvons trouver une des réponses dans fonction et champ du parole et du langage. Que nous dit Lacan? Je cite. L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré. Vous savez, Lacan, qu'est-ce qu'il nous a dit? L'inconscient est structuré comme un langage. Mais maintenant, il nous dit que l'inconscient est le chapitre de mon histoire occupé par un mensonge. Alors, l'inconscient peut être constitué par le mensonge. C'est vraiment très intéressant. Alors, il faut demander qu'est-ce qu'on peut trouver dans le chapitre censuré. Je vais essayer de vous raconter. Le père, quand il trouve les peintures dans l'armoire, il devient furieux. Il comprend que la fille a menti et il dit à la mère de la punir. La mère, Freud ne nous dit pas de quoi il s'agit cette punition. Quand la mère punit la petite fille se sent tellement impuissante que la mère, elle essaie de la calmer, elle la prend dans ses bras, elle lui amène se promener, elle essaie de la consoler. Et après cet événement, qui constitue un tournant dans son enfance, cette petite fille joyeuse et confidente devient timide et craintive. Ce n'est pas parce que la punition est brutale, c'est parce qu'il y a quelque chose de très important au niveau inconscient. Parce que Freud comprend l'importance de cette 50 clinique et il nous explique pourquoi c'est tellement important. À l'âge de 3 ans et demi, la petite fille, avec la personne qui s'occupe d'elle, avec son baby sister, elle va au médecin. Le médecin, c'est quelqu'un qui a une relation amoureuse avec le baby sister. Et la femme, elle veut voir le médecin et dans cet entretien, le médecin donne de l'argent à la femme. Et en revenant à la maison, baby sister, peut-être elle souhaite aussi acheter la silence de cette petite fille. Elle lui achète des petites choses sucrées et elle lui donne un petit somme d'argent, probablement comme monnaie d'échange. Et lorsque la petite fille rentre à la maison, elle joue avec cet argent de manière que sa mère puisse s'en apercevoir et poser des questions. Et lorsque la mère pose la question « D'où tu as trouvé cet argent ?», elle dénonce la baby sister et elle la fait renvoyer. Freud nous dit que l'enfant, pour cet enfant,
le fait de prendre de l'argent à quelqu'un peut être lié au rapport sexuel, au corps et à l'amour. Je vous cite ce petit passage. Ainsi, pour l'enfant, le fait de recevoir de l'argent de quelqu'un a signifié de très bonne heure faire don de son corps, avoir une liaison amoureuse. Prendre de l'argent du père équivalait à une déclaration d'amour. Le fantasme qui faisait du père son amant était si séduisante que, grâce à son aide, le désir enfantine d'avoir des couleurs pour les œufs de Pâques l'emporta aisément sur l'interdit. L'enfant ne pouvait avouer qu'elle avait pris de l'argent. Elle était obligée de nier parce que le motif de cet acte, motif à elle-même inconscient, n'était pas avouable. En la punissant, son père refusait la tendresse qui lui était offerte. Il la dédaignait en lui brisant ainsi l'âme. Voilà, c'est la partie censurée que Lacan fait référence. La petite fille n'est pas seulement déçue de ne pas avoir les peintures qu'elle voulait acheter. Elle est aussi déçue à cause de cette attente inconsciente. Elle ne pouvait pas dire qu'elle avait pris d'argent. Elle ne pouvait pas avouer. Si elle disait pourquoi elle les a pris, c'est comme elle aurait dit qu'elle est amoureuse de son père. Donc, c'était impossible. Un jour, elle grandit, elle va se marier. Pour le mariage, elle va acheter des meublés pour sa maison. Et sa mère lui pose de l'argent, lui pose des questions sur les meublés et sur l'argent qu'elle va dépenser. Et quand la mère pose des questions sur la dépense de l'argent pour sa maison, elle devient furieuse. Elle pense que son argent n'appartient qu'à elle. C'est impossible de lui poser des questions. Plus tard, dans le mariage, l'argent pose toujours des problèmes entre lui et son mari. Elle voulait toujours séparer son argent avec le sien et l'argent de son mari. Elle veut les séparer. Alors, les phéniques, monnaie universelle de son enfance, n'ont pas permis à la petite fille d'acheter son silence à 3 ans et demi. Plus tard, quand elle voulait acheter les peintures pour les œufs de Pâques, les mêmes phéniques n'ont pas permis à l'enfant à accéder à ce qu'elle souhaite. Alors, vous voyez l'argent, comment cet argent pose des problèmes pour elle. Et cet même argent était aussi le monnaie d'échange, un échange érotique entre le baby-sister et le médecin. Et elle était témoin de cet échange. Elle était aussi la petite complice de cette relation. Alors, grâce à ça, on comprend bien que l'argent n'est pas seulement un équivalent symbolique du sexuel, mais aussi un équivalent de l'amour et un substitut matériel de la jouissance tirée du corps. Freud construit ici une opposition très subtile entre mensonge et formation de l'inconscient. Le mensonge est-il donc une autre façon de traiter le désir? Qu'est-ce que le sujet
ne peut dire qu'en mentant. Pourquoi le mensonge? Le mensonge n'est pas une parole vide parce qu'il concerne la vérité. Ce n'est pas un dire vrai, mais ce n'est pas une parole vide parce que le mensonge concerne la vérité. En raison de culpabilité, il n'est pas possible de l'avouer. Mais le mensonge sert paradoxalement à le démontrer. Autrement dit, le mensonge est une forme de la levée du refoulement. Différemment du symptôme, qui est un compromis inconscient, le mensonge est un moyen pour la dénégation de la castration. C'est dans le séminaire La relation d'objet, Lacan nous explique ce point. Il dit que l'enfant fait une dénégation quand elle dit qu'elle n'a pas pris l'argent. C'est la preuve qu'il y a là un désir inconscient. L'enfant viole une règle et ment. En fait, selon Lacan, c'est la loi de la castration qu'il s'agit de transgresser. Dans l'œuvre de Freud, il est possible de trouver de nombreux exemples qui montrent comment le désir est traité par le sujet à travers les fantasmes, les symptômes, les actes manqués, les wits. Mais le mensonge, c'est tout à fait autre chose, un autre phénomène, une autre façon de traiter le désir. Parce que la rencontre avec la castration est évitée par le mensonge. Dans le séminaire Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, Lacan nous dit que c'est d'abord comme s'instituant dans et même par un certain mensonge que nous voyons s'instaurer la dimension de la vérité, en quoi elle n'est pas, à proprement parler, ébranlée, puisque le mensonge, comme tel, se pose lui-même dans cette dimension de vérité. Alors, le mensonge est quelque chose qui vient à la place de la vérité. Autrement dit, on peut entendre la vérité via le mensonge. Le mensonge est un dit qui n'est pas vrai, mais il nous indique la place du signifié refoulé. Selon Freud, l'inconscient ne se révèle pas de façon positive. Et l'expérience analytique démontre que c'est toujours de façon indirecte que l'on y accède. Vous savez, parfois nos patients disent que je n'aurais jamais pensé cela, ou bien je n'aurais jamais pensé à cela. Alors, c'est une fréquente formulation. Et à chaque fois qu'on entend cette expression, on peut le traduire ainsi. Vous avez touché quelque chose à l'inconscient. Parce que l'analysant ne peut pas dire son désir de façon explicite. Il ne peut non plus dire la vérité de son désir. Mais parfois les mensonges, comme d'autres formations de l'inconscient, servent à exprimer le refoulement. Alors, il faut réfléchir sur ce que le sujet ne peut dire qu'en mentant. Je pense et j'espère que les 2 mensonges de 2 enfants, ce petit texte, nous ouvre cette voie. Je m'arrête là pour un petit peu laisser la place aux questions, aux commentaires. J'ai un certain nombre de rajouts que je souhaite de vous en parler, mais je vais revenir, si vous voulez.
Muito obrigado, Geran, e parabéns. Merci beaucoup, Cheran, et félicitations. Dans un temps très court, tu as réussi à transmettre vraiment des éléments très précieux. Je te remercie vraiment beaucoup. Alors, Antonella, s'il te plaît, on a déjà reçu quelques réactions, quelques questions. Yes, Benoit, thank you so much for exactly. Oui, merci beaucoup, Benoît. You, Je suis d'accord avec Benoît. Ah, ton pouvoir de synthèse est vraiment très, très bon, Cheren. Donc, nous allons en effet quelques réactions, quelques questions que j'aurai le plaisir de te lire. Tout le monde m'entend bien? D'accord. Donc, la première question est faite par Gabriela Forjas. Ça va avec les traducteurs. Gabriela dit, oui, c'est ça, on peut connaître la personne à travers de ce qu'elle cache, sans moralisme. Gabriela Forjas, Gabriela félicite aussi Cheran. Elle félicite Cheran de son pouvoir de synthèse d'un thème aussi complexe que ça. Larissa demande. La négation serait un type de mensonge. Bon, ce sont les questions que j'ai pour l'instant. Est-ce que j'aimerais dire aux participants, si vous voulez poser plus de questions, s'il vous plaît, partagez vos questions sur la fonction questions-réponses Q et A. On va voir comme Cheran va nous répondre à ces questions qui ont été posées. En Turquie, il y a beaucoup de chaînes télévisées. Il y a aussi une ou plusieurs chaînes qui appartiennent à l'État. Et il y a des chaînes télévisées privées. Mais tous sont contrôlés par une instance de censure qui s'appelle Rütük en Turquie. Pour les choses que Rütük pense c'est immoral ou je ne sais quoi, les chaînes télévisées sont parfois punies de différentes façons. Parfois, ils sont fermés pour une période, parfois, ils doivent payer les amendes. Et il y a quelque chose de routine. Ça s'est réalisé depuis une dizaine d'années, je ne me rappelle pas depuis quand. Quand quelqu'un boit une boisson alcoolisée, un verre de vin ou un verre de bière, ou quand quelqu'un commence à fumer, il y a quelque chose qui évite de le voir, un filtre qui évite de le voir. Je le trouve ça très drôle parce que je ne peux pas remarquer quelqu'un à chaque fois quand il boit quelque chose d'alcoolisé ou bien quand il fume. Mais à chaque fois que je vois cette blur, je le remarque. C'est un petit peu ressemble à l'affaire de Freud. Freud, quand il voit la négation, il le pointe. C'est pour dire, pour lui, cette blur, pour lui, c'est comme quelque chose qui dit, alors, il y a quelque chose d'important derrière ça. Le mensonge ressemble à un masque, quelque chose qui sert à déguiser. Mais derrière le masque,
qu'est-ce qu'il y a? Derrière le masque, il y a le désir. Et le commentaire de Gabriella, qui évoque le mot cachet, oui, je suis tout à fait d'accord. Le mensonge sert à cacher quelque chose, sert à cacher le désir inconscient. Parce que le désir n'est pas quelque chose à réaliser toujours. La petite fille ne peut pas, ne voudrait pas réaliser son désir inconsciente, mais elle cherche une voie pour l'exprimer. Et c'est quelque chose que je pense la plupart des analysants sachent. Au fur et à mesure, quand l'analyse s'avance, les analysants mentent de moins en moins parce que les désirs trouvent d'autres moyens à s'exprimer au lieu de mentir. Mais c'est quelque chose pour traiter le désir, pour éviter la castration, comme disait Lacan. Et la dénégation. Toutes les dénégations, ou bien toutes les négations, ne sont pas des mensonges, tous les mensonges ne sont pas la dénégation. Mais parfois, les mensonges ont une signification particulière comme ça. Freud, dans ce texte, au début du texte, il nous indique que les professeurs ne doivent pas prendre les mensonges seulement au niveau moral. Ils peuvent avoir des significations. C'est ça qu'il nous disait. Mais de l'autre côté, toutes les négations ne nous servent pas à accéder à quelque chose, mais il faut les entendre, il faut essayer de les entendre. Avons-nous d'autres questions? Yes, Jaren, we actually have many positive feedback. Oui, nous avons plusieurs questions, beaucoup de feedback très positif sur les chats. Je vais donc rassembler deux questions que je considère qui sont d'une nature plus clinique. Il y en a une d'un participant, Brian Carvalho, et une autre qui est anonyme. Bon, la question de Brian. Ceci dit, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire le mythomane? Et est-ce que vous êtes capable d'établir un rapport avec la kleptomanie? La prochaine question est, quelle est la meilleure façon? Attendez, j'ai pas réussi. I'm gonna read Bon, one maintenant, je vais lire une en français. Une réaction, Abdella Sabiri. Merci beaucoup pour les thèmes. J'y rejoins tard. Est-ce qu'il y a une liaison entre les accès circulaires, VACOG et l'analyse des mensonges faits par un psychanalyste? I am not sure I understand this question, but maybe. Je ne suis pas sûre que je comprends cette question. C'est juste parce que je pense que pour l'instant, ce sont les questions des plusieurs réactions très positives. Juste une observation.
Je pense que quelques-uns d'entre vous avaient des problèmes avec la question et réponse, les Q et A. Il y a une séance en bas au menu des Zoom que vous pouvez utiliser si vous avez des questions et réactions. Je vais vous le lire. Sharon, je suis vraiment désolée parce qu'on est passé à toutes les langues là et c'était difficile de comprendre ce qui s'est passé. Enfin, donc, il y a la deuxième question que je n'ai pas compris. J'ai essayé de mettre sur les chats. Voilà. Je commence avec la Si première. voilà, si vous pouvez commencer, oui, voilà. Et si vous voulez, si vous pouvez trouver le deuxième, on continue avec le deuxième. Pour le premier, oui, je pense que c'est une très bonne question, mythomanie et kleptomanie. Je pense qu'il y a une différence avec les mensonges que Freud nous raconte et mythomanie, kleptomanie. On peut dire qu'il y a une différence radicale parce que quand la petite fille elle ment, elle a, en mentant, elle fait un geste, elle prend l'argent, elle achète les peintures, elle les met dans son armoire. C'est quelque chose qui renvoie à l'autre. Il y a un message. Peut-être, on peut dire que si on n'a pas, le père, il n'a pas remarqué les 50 phéniques, et il ne pouvait pas découvrir ce mensonge, la réalité de ce mensonge, mais il a découvert. Ou bien quand la petite fille, elle a pris les monnaies, les sous de son baby-sister, elle a joué comme ça pour montrer à sa mère qu'elle a cet argent. Il y a un message à l'autre. Et ce message, c'est une façon de montrer le désir inconscient caché. Mais pour le mythomane et pour le kleptomane, c'est un court-circuit. Ça ressemble un petit peu aux addictions, comme utiliser un drogue. Il n'y a pas quelque chose qui fait référence à l'autre. C'est un court-circuit fermé. Je veux prendre cette chose, je la prends. Ce qui se passe entre moi et cette chose. Je ne généralise jamais les phénomènes. Parfois, quelqu'un prend quelque chose et ça peut contenir un sens particulier. Mais pour un petit peu expliquer les phénomènes, on généralise de temps en temps. Je pense, je ne suis pas quelqu'un qui est très, très spécialisé sur la mythomanie et kleptomanie, mais il me semble qu'il y a une différence avec les cas que Freud nous rapporte. Parce que si on parle, si on rappelle la lettre volée de Lacan, la lettre et les personnages, ce qui se passe, ce n'est pas seulement l'histoire d'une lettre qui est volée, ce n'est pas seulement l'histoire d'une lettre qui est disparue. C'est toute une histoire. Ou bien, si on se rappelle d'autres exemples de Freud, les symptômes ou les rêves, il y a toujours quelque chose de l'inconscient qui dirige ces faits. Mais pour le mythomanie et la kleptomanie, il faut trouver le motif inconscient pour pouvoir dire que ça fonctionne comme le mensonge. Mais il me semble que non. I'm going to speak English. Thank you, Jaron. Je vais parler en anglais maintenant. Merci beaucoup, Sharon. Alors, c'est tellement intéressant que
que tu rendes très clair le rapport entre l'interdiction et ses conséquences et comment cela produit quelque chose qu'on peut voir, capturer à travers les paroles. Il y a une question ici qui a un rapport à ça. I'm going to speak French now. Je vais parler en français maintenant. Plus la censure est forte, plus le mensonge serait grave. This is the question. It seems like it seems to be a question. C'est la question. Il paraît que c'est une question qui parle de la proportion de la censure et la gravité ou la force du mensonge. Je vais même compléter cette question, Sheran, et je te demanderai de faire une inversion à la proportionnalité. Je me pose la question si on pourrait dire que la vérité subjective est plus forte par rapport à la force du mensonge. Donc, on parle de cette triade, hein? Subjectivité, mensonge et vérité subjective. Donc, tu nous as déjà donné quelques indications, mais c'est un thème très intéressant. Avant de répondre à cela, je vais lire encore une question en portugais. Le désir, il ne sera pas toujours réalisé. Alors, le désir, il sert plus à éviter la castration. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus sur les désirs? Merci beaucoup. Just to complete the question that I asked, I think there's one Juste pour compléter la question que j'ai posée, parce qu'il y a une autre question que je vais lire aussi en portugais, de Déborah, entre le fantasme comme condition pour la réalité du sujet et le mensonge. Attendez, je n'ai pas compris toute la question. Il existe une différence entre le fantasme comme condition pour la réalité du sujet et le mensonge. Ce sont des questions qui tournent autour de du même terme. Donc, juste pour vous rappeler, on va terminer à 11 heures, à midi, pardon, on va terminer à midi 5. Donc, si on pouvait aller, ou si on peut être un peu plus synthétique, je vous remercie. Je vais essayer de répondre le plus brièvement possible. Je pense que je n'ai pas évoqué un point, quelque chose que vous connaissez. Quand le sujet dit « je mens », c'est vraiment un paradoxe. Le sujet qui soutient cette énonciation recevra cette réponse « tu dis la vérité ». Peut-être, quand je dis je mens, je dis la vérité. Peut-être, quand je dis je mens, je mens. Ce n'est pas la vérité. Mais c'est une affirmation qui montre un paradoxe. Je mens est une manifestation typique de l'inconscient. Il nous démontre la nature fondamentalement trompeuse du désir inconscient. Le désir ne peut se manifester que de façon déguisée. Et il est fondamentalement lié à quelque chose qui lui sert comme un masque. Et dans le désir, il y a toujours un moment ambigu, ambivalent,
il y a le mouvement qui va vers le désir et il y a le mouvement qui va vers la défense contre le désir. Pour cette raison, parfois le sujet se défend contre son propre désir. Désirer quelque chose ne veut pas dire que vous trouvez votre désir approprié, adéquat. Ou bien, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Vous savez parfois consciemment un certain nombre de choses sur vos désirs. Et qu'est-ce que vous faites sur ce cas-là? Vous les réalisez? Ou bien vous dites, ce n'est pas maintenant le bon moment, je le ferai après. Après est le signifiant typique de l'obsessionnel. C'est toujours après. Les désirs sont pour l'après. Et il y a une relation avec le désir et la castration. C'était une des questions. Quand la petite fille elle ment parce qu'il y a un désir qu'elle ne peut pas, qu'elle ne pourra pas avouer. C'est son désir incestueux pour son père. C'était l'explication de Freud. Lacan, il a mis un point de plus sur cette explication en disant que ce qu'elle cherche, c'est la loi de la castration. Pour réaliser la loi de la castration, pour admettre à la loi de la castration, elle cherche ce limite pour voir qu'il y a une limite qu'elle ne peut pas dépasser. Le mensonge sert à réaliser et faire exister la castration aussi. C'est à double mission, à double sens que les choses se réalisent. C'est ma réponse le plus bref et le plus faisable jusque-là. J'espère que nous avons pu discuter un certain nombre de choses. Pour moi, ce travail était un grand plaisir. Je veux remercier encore une fois tout le monde, à toute l'équipe, à Benoît, à Antonella, à Dorothée, aux traducteurs spécialement, à tout le monde qui vient nous écouter ce soir. Geran, a gente te agradece muito. C'est nous qui te remercions. J'ai deux informations très importantes à transmettre. La première chose, j'ai dit, il y a une formation au IIP, 2 ans de formation. Tu es prof de notre équipe. Il y en a d'autres qui sont merveilleux aussi. Nous avons, donc les inscriptions sont déjà ouvertes et il y a déjà la possibilité de s'inscrire. Ceux et celles qui s'intéressent à connaître cette formation, il y a les liens sur les chats. Au cas où vous vous intéressez à cette formation, vous pouvez aussi aller sur les sites. On va aussi organiser une rencontre en français, anglais, portugais, Libras avec quelqu'un de l'Institut pour passer un entretien. Une autre information très importante, le prochain IIP Talks, Geran, tu sais probablement, c'est le 3 juin avec notre cher Marcelo, qui est psychanalyste et qui est aussi le responsable au IIP, au sein du IIP, de toute la partie accessibilité. Cette dimension d'accessibilité est au cœur de nos soucis, de notre souci, nos soins avec les personnes. Donc, il va parler de psychanalyse et langue des signes. Ça sera sans doute très intéressant. Antonella, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les traducteurs. Encore une fois, merci beaucoup Dorothée et Gabo pour ce travail incroyable qui a été fait. Geran, je te remercie du fond de mon cœur de ta présence et de cet exposé qui, comme toujours, c'était très intéressant. Merci, merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Je pense qu'on peut le fermer comme ça. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous en fonction d'où vous êtes dans le monde. Allez, au revoir, à très bientôt.